Salut tout le monde, deuxième épisode de la chaîne. Ce coup-ci, on va vous parler d'un des poncifs du genre, à savoir Ghost in the Shell. Il y a plusieurs itérations de cette œuvre-là. On a d'abord le manga qui a été donc créé par Masamune Shirow, qui a donné lieu à plusieurs séries, telles que Standalone Complex, par exemple, et puis tant d'autres. Là, nous, on va s'intéresser principalement à l'adaptation film d'animation réalisé par Mamoru Oshii, donc qui est sorti en novembre 1995, qui a fait un début relativement modeste en termes de box-office, mais qui a trouvé un peu, je dirais, comme Blade Runner, une deuxième jeunesse, en particulier en VHS à l'époque, pour ceux qui, comme nous, sont bien vieux et se rappellent de la VHS. Donc, il a vraiment trouvé en effet un deuxième cycle de vie et il est devenu culte, à tel point que Ghost in the Shell a vraiment est devenu le symbole du cyberpunk, en particulier en Asie, et est devenu une énorme source d'influence pour l'Occident, pour des films, entre autres par exemple comme The Matrix, dont on parlera donc dans un autre épisode. Voilà, fin de l'intro. Julien, je te laisse nous dire deux, trois trucs dessus. Moi, j'ai aussi pas mal de choses à raconter. Dans l'animation japonaise, ou plutôt dans la fiction japonaise, il faut bien comprendre deux choses. La première, c'est que même s'il y a un nom qui est à l'origine d'une histoire ou d'une licence, ensuite, il y a des questions de tractation, d'exploitation et de rentabilité qui vont entrer derrière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point à prendre en considération, c'est que certes, il y a une œuvre originale, mais ça ne va pas empêcher différents créateurs de procéder à des adaptations qui vont explorer un pan de l'œuvre en particulier. En l'occurrence, si on regarde la série qui vient de sortir sur Amazon Prime, on ne reconnaît pas Ghost in the Shell, le film. De la même façon que si on regarde la série SAC 2045, on ne reconnaît pas non plus l'adaptation d'Amazon Prime. Donc il faut bien voir que Ghost in the Shell, le film, premier du nom, c'est un peu un ovni. Ça se concentre sur des choses qui sont finalement pas très populaires auprès du public. Beaucoup d'introspection, et finalement, certes, quelques scènes d'action très impressionnantes, mais en fin de compte, c'est au service d'un propos qui est d'ordre philosophique. Ce qui peut expliquer que le public ne se soit pas rué pour aller le voir au cinéma. Et ce qui peut expliquer aussi que le bouche à oreille aidant, il ait trouvé une nouvelle jeunesse par le biais de la VHS, parce que finalement, bah, c'est vraiment bien. Je ne saurais pas le dire autrement. Euh, D'habitude, les œuvres qui vont vers la philosophie sont soit grandiloquentes, soit carrément chiantes, soit se prennent le pied dans le tapis et s'étalent de tout leur long. Là, c'est pas le cas. On sent qu'il y a des gens qui sont compétents derrière ça. D'abord, l'image est fabuleuse. Ensuite, l'action est parfaitement mesurée. Et enfin, le propos lui-même, même si parfois il peut être un peu dur à suivre, finalement est plutôt clair, simple, et expose de façon limpide des jeux d'opposition qui se situent au niveau de vieux débats concernant l'identité de l'être humain, non seulement en tant qu'espèce, mais aussi en tant qu'individu. Tiens, Et c'est pour... excuse-moi, je vais juste intervenir rapidement pour illustrer un point sur le côté introspectif. En particulier, dans le deuxième acte du film, on a littéralement l'histoire, l'action qui se mettent en pause pour une série de travelling de la ville et de Oui, la vie des habitants de la ville. Il ne tout se à fait. passe rien. On a un moment de poésie visuelle, alors à la sauce cyberpunk certes, mais voilà, tout d'un coup, ça s'arrête. Tu vois, au même titre aussi que Motoko qui passe un moment à faire de la plongée. On la voit dans une obscurité totale au fond de l'eau. Alors elle cherche son reflet, ça on y reviendra plus tard quand elle remonte à la surface. Mais là aussi, on a des moments d'introspection qui sont en effet ultra profonds. On vient de dire l'essentiel, en fait. On a tous les axes du film. Alors, après, ces travelling sur la ville, est-ce qu'ils veulent dire quelque chose? Est-ce qu'ils ont besoin de dire quelque chose? Peut-être pas. Peut-être qu'on est simplement dans un moment de contemplation, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce qu'on montre, c'est pas un cauchemar ambulant, cette ville, en fait. C'est pas une prison, il y a des gens qui vivent, il y a des écoliers qui vont à l'école, tout va bien. On a des Et tranches de vie, ouais. Mm. exactement, euh, Ghost in the Shell, c'est pas du cyberpunk américain. C'est pas l'écrasement complet de l'individu par une bande de kleptocrates qui font tout faire pour rafler le maximum de pognon et écraser tout le monde sur leur chemin en cours de route. On n'est pas dans cette optique-là. Et c'est posé dès l'introduction. Les enjeux sont des enjeux politiques, voire géopolitiques, autour de la maîtrise technologique. C'est ça qui est posé.
Et de quoi on parle une fois que c'est posé? Mais en fait, du devenir du protagoniste, enfin de la protagoniste en l'occurrence. C'est-à-dire que petit à petit, ces enjeux-là disparaissent et on est confronté à des questions sur l'identité de l'être humain, encore une fois. Mais peut-être que c'est lié, en fait. Il n'y a peut-être pas de contradiction là-dedans. Peut-être que l'enjeu technologique amène la question, qui sommes-nous? Alors, c'est bien amené dans le sens qu'on a cette fausse dualité amenée par la technologie entre le ghost et le shell, en l'occurrence. Ghost qui, si on voulait simplifier à outrance, on pourrait parler d'une sorte d'âme, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est de l'âme que tu peux retrouver au sein d'une enveloppe biologique. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu te connectes au réseau? Comme Motoko, par exemple, qui projette sa conscience sur le réseau, qu'est-ce qui se passe avec le Puppet Master? Et aussi, qu'est-ce qui se passe au niveau des habitants, des humains, entre guillemets, lambda, qui se font pirater leur ghost, remplacer leurs souvenirs pour finalement se faire manipuler, faire des actions qu'ils auraient jamais fait s'ils n'avaient pas eu les souvenirs qui leur ont été intégrés. Il y a tout un sujet là-dessus qui est assez fascinant. Sur le ghost lui-même, on a une analogie qui est assez intéressante, qui est l'analogie du verre d'eau. À savoir que ton ghost, finalement, il est pas figé. Il va aussi dépendre de ton enveloppe, des sens qui vont lui donner des inputs. Et donc, ton verre d'eau, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau qui est à l'intérieur du verre n'a pas une forme solide, elle va épouser la forme de son contenant. Donc voilà, c'est cette espèce de fausse dualité liée entre autres à la tech que moi j'avais trouvé assez fascinant. Mais du coup, je te laisse continuer là-dessus ou partir ailleurs comme tu veux. Ah ouais, écoute, on va déjà parler de ces malheureux qui se font pirater. Et alors, il y a un philosophe dont je vais un petit peu parler, qui s'appelle Gilbert Simondon. Gilbert Simondon n'est pas un philosophe comme on en croise tous les jours. On n'est pas face au genre de personne qui, accompagné d'un garde du corps, se fait photographier dans des ruines, histoire de dire que c'est un grand humanitaire. Lui, ce serait plutôt tout l'inverse. C'est un type modeste, et c'était le genre de type qui était capable d'assembler des assemblées, un ampli-up, enfin bref, c'est pas un philosophe de fond de bureau. C'est un type qui met les mains dans le cambouis. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est la technologie. Gilbert Simondon n'a fait que parler de cela, même lorsqu'il semblait parler de l'être humain. Ça, c'est intéressant. Ce qu'il nous dit dans la technologie, c'est que l'objet technique a une existence et une efficacité sociale dont il faut tenir compte pour comprendre une société. Et on ne peut pas comprendre un être humain sans la société. Face à une technologie donnée, soit un être humain la maîtrise, soit il ne la maîtrise pas. Alors, il y a des degrés de maîtrise et des degrés d'absence de maîtrise, entendons-nous bien. Mais il y a une distinction entre les deux quand même. Une petite zone grise peut-être, mais une distinction. Si on ne maîtrise pas, on est en position de minorité par rapport aux personnes qui maîtrisent cette technologie, qui sont, elles, en position de majorité par rapport à celles qui ne la maîtrisent pas. Voilà une structure sociale qu'on ignore trop souvent. Partant de là, à partir du moment où on a des technologies qui permettent d'accéder au cerveau, d'accéder aux souvenirs, que certaines personnes les maîtrisent et d'autres non, eh bien, l'être des minoritaires va devenir le terrain de jeu des majoritaires. Tout parallèle avec, avec la situation actuelle, avec les tech bros qui nous balancent de l'IA à tout bout de champ, qui eux maîtrisent le sujet et dirigent le marché par rapport à des populations qui se retrouvent à devoir courir après, clopiner, essayer de comprendre la tech, la rejettent pour l'instant parce qu'ils y comprennent rien du tout et la subissent. Il me semble qu'on est quand même pas trop loin en termes d'allégorie du truc, hein. Oh ben c'est limpide depuis le départ. Hmm. C'est-à-dire que je comprends que l'on se méfie des progrès brutaux, mais en fait, ils ne sont pas brutaux. Ils sont en gésine depuis des décennies. Dès les années 1920-1930, le poète et académicien Paul Valéry, dans Pièces sur l'art, décrit par le menu le fonctionnement de Deezer. Voilà, on n'a pas besoin d'être un tech bro californien couvert d'autobronzants pour inventer des choses. En réalité, leurs inventions sont ridicules. On peut faire beaucoup mieux que ce qu'ils font. Ted Nelson l'a prouvé avec le projet Xanadu. Le web est vraiment le produit minimal que l'on peut faire avec Internet. Déjà, le film est un avertissement. Si vous êtes minoritaire technologiquement parlant, vous subirez. Et cette affaire de... Si ça peut être en fait compris tel quel, peut-être en partie pour les individus aujourd'hui, pour les États, on est en plein dedans.
La question de la maîtrise des drones, de la maîtrise de la puissance nucléaire, de la maîtrise de la fusion, de la maîtrise des nouveaux moteurs d'intelligence artificielle et de la maîtrise des moyens de communication est centrale et c'est ça qui détermine la puissance. C'est pas simplement le nombre de divisions qu'on peut aligner, ce qui était le seul facteur de puissance connu au XIXe siècle. Donc, dans Ghost in the Shell, on a ça qui est présent. C'est expliqué, certes sommairement, c'est mis en scène, certes sommairement, mais c'est là. Et on montre les conséquences de l'échec en la matière. Puisque, en réalité, si des pirates font ce qu'ils veulent avec le cerveau des gens, c'est que les forces de sécurité ont échoué. Bah, La dernière disons barrière que a été franchie. on touche à l'absolu, quoi. Ah ben bien sûr. Et franchement, cette scène qui reste la scène, à mon avis, qui doit être la plus célèbre du film, c'est pas le tank, c'est pas même la scène d'intro qui est magnifique, poétique, tout ce que tu voudras. C'est cette scène capitale où tu as cet éboueur qui se retrouve justement ben, à pirater à pirater des terminaux sous influence du Puppet Master basés sur des souvenirs qui sont absolument faux, qui sont fabriqués de toutes pièces. Donc en fait, on a quelque chose qui ramène un peu à cette notion de mémoire. Finalement, la mémoire dans ce film et dans cet univers, c'est une preuve de soi ou c'est devenu une surface d'attaque? Exact. Et d'ailleurs, s'attaquer à la mémoire, c'est exactement le jeu de tous les mouvements extrémistes qui veulent déstabiliser un gouvernement. On va laisser ça de côté et se concentrer sur l'autre partie du film, qui elle est tout aussi intéressante, c'est-à-dire l'être. Qu'est-ce que l'être? Parce qu'on a déjà évoqué cette chose-là, mais dans notre discussion sur Blade Runner, euh, mais dans Blade Runner, en fait, on se concentre sur un seul individu. On se concentre sur des machines qui peuvent éventuellement développer des sentiments. Alors là encore, je vais évoquer Gilbert Simondon, qui nous explique que un être, ça peut être un être individué, inerte ou pas loin, ou ça peut être un être individuant, c'est-à-dire un être qui va produire des êtres. Une fois que l'être est né, il s'auto-individue. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que cette individuation a besoin du cadre social pour réussir. Pour la bonne et simple raison qu'un être humain seul ne survit pas. Tu sais que ça me donne furieusement envie de faire un lien avec la fin du film, où finalement le endgame du Puppet Master est de se reproduire avec Bien Motoko. sûr. Oui. Et c'est super intéressant parce que ton Puppet Master, c'est le projet 2501. C'est ni plus ni moins qu'une intelligence artificielle qui a trouvé la sentience au bout d'un certain temps d'activité et qui, justement, ayant découvert son soi, bah, finalement va se retrouver à reproduire, sans mauvais jeu de mots, les traits, on va dire, humains, ou tout du moins d'un être vivant, qui est d'assurer sa continuité et de perpétuer ses gènes ou son espèce, là en l'occurrence sa conscience. Et donc c'est pour ça qu'il propose à Motoko de s'unir et de créer un être nouveau qui est symbolisé par ce corps de fillette que Motoko récupère à la fin et dans lequel justement elle s'en va. Et d'ailleurs je dis une bêtise parce que c'est plus Motoko à ce niveau-là, c'est une autre entité. Et donc En effet. on touche vraiment fondamentalement à ce que tu viens de dire. Ouais. Alors, il faut noter une chose. Simondon, c'est un philosophe intéressant, et puis puisqu'on a commencé à en parler, allons-y à bloc, euh, dans le sens où il reconnaît que l'être humain est sujet à plusieurs types d'individuation par-dessus le marché. L'individuation, c'est un phénomène complexe qui peut se manifester à plusieurs niveaux, physique, psychique, social. Et le fait est que dans Ghost in the Shell, eh ben, on a les trois. On a la Ouais. production d'un nouvel esprit, on a la production d'un nouveau corps, et on a la production, en fait, d'une nouvelle société. Évidemment, pour l'instant, il n'y a qu'un être comme Moto, enfin, en tout cas, la nouvelle Motoko, mettons. Euh, mais qu'est-ce qui empêche cet individu de se reproduire ensuite? Quelles en sont les conséquences? Comment ça va se passer, en fait? Ouais, on a assisté à la naissance d'une nouvelle forme de vie, Oui, c'est ça. libérée des contraintes purement biologiques, finalement. Alors, non. Parce que si c'est une nouvelle forme de vie, bah, c'est biologique, c'est juste qu'elle est basée sur un nouveau système. C'est vrai, exact. Mhm. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'elle est capable de reproduire ce système-là? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est ce qu'on ne nous montre pas. Exact. Et il me semble bien que c'est précisément cette technologie-là qui est décrite dans le travail de Masamune Shirow. C'est un cyber-cerveau. C'est à la fois du neurone et du circuit. Donc,
Est-ce que c'est si absurde à envisager? Bah, finalement, peut-être pas. De toute façon, on se retrouve dans cette problématique que les auteurs dans mon genre commencent à subir de plus en plus, à savoir que ce qui était de la science-fiction ou de l'anticipation l'est de moins en moins. Ouais, je trouve que tu manques d'imagination, C'est sérieusement, hein. j'ai déjà dû réécrire certains chapitres de mes bouquins, en effet, parce que la techno et l'actualité m'ont rattrapé. C'est exact. Mais je suis pas le seul comme ça, hein. Ah, mais Mais je sais. tiens, moi j'avais envie de t'emmener sur un sujet qui était que j'estime être relativement anthropologique, à savoir la personne comme assemblage relationnel. Alors tu vas me dire où est-ce que je veux aller Oh, avec ça? C'est-à-dire comment dans Ghost in the Shell, comment est-ce qu'une société fabrique-t-elle des personnes? Alors de ma fenêtre, c'est une bonne question. ouais. Alors tu vas voir où je veux en venir. Attention, j'ai cogité. Donc dans le film, une personne résulte de plusieurs couches. Tu vas avoir un organisme ou un support cybernétique. Tu vas avoir une mémoire biographique, des compétences incorporées, un nom et un statut juridique, Hmm. des relations de reconnaissance, position institutionnelle, un accès technique au monde et une capacité à agir et à répondre de ses actes. Il manque l'essentiel. Qui est, La place qu'on se donne dans l'univers. La façon dont on se voit, alors, très bon qui point. nous appartient. Euh, Après, il faut bien voir que ce sont des Japonais qui ont écrit ça. Il y a des traditions de pensée différentes entre le Japon et l'Occident. Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré ces différences de tradition, ils reviennent en plein dans les travaux d'anthropologie technique et de philosophie des techniques français des années 50 aux années 2020. Ils sont en Alors, plein dedans. je t'entends. Je vais juste finir mon point parce que c'est ça que je Ouais. trouve super intéressant. Je t'ai fait une liste à l'après-vert comme ça pour finalement se rendre compte que dans le film, aucun des personnages ne peut se targuer d'avoir l'ensemble de cette liste. En tout cas, tu vois que Motoko se pose énormément de questions sur sa petite personne. On repart sur la notion d'introspection que tu vois vraiment dans l'ensemble du film. Et, euh, et moi, je me suis rendu compte d'un truc pour la notion de relation de reconnaissance. C'est Batu, qui est finalement son plus proche ami, on va dire collègue et ami, qui est présent quasi du début à la fin et qui la reconnaît dans toutes ses étapes de conscience et d'existence jusqu'à ce qu'elle devient après la fusion avec le Puppet Master. Il est encore là jusqu'à la fin. Serais-tu en train d'insinuer que Batou est un maïeuticien qui s'ignore? Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais si tu veux expliquer, vas-y en tout cas. Alors, la maïeutique chez Socrate, c'est l'art de faire accoucher les gens, mais de faire accoucher leurs pensées. Donc, un maïeuticien, ça pose un tas de questions, parfois très stupides. Et ce ne sont pas les questions qui sont intéressantes, ce sont les réponses que donnent les gens, même à des questions d'une stupidité de compétition. Parce que finalement, les questions stupides sont les plus ennuyeuses. Et je note, moi, dans le film, que Batou pose parfois des questions très embarrassantes à Motoko. Ouais, donc en fait, ouais, on a sûrement touché à un truc. Ouais. Voilà, mais c'est pas idiot, mais il faut bien voir que cette tradition du dialogue philosophique, alors, on la retrouve chez les Grecs, bien évidemment. Platon a écrit des bouquins entiers en faisant parler Socrate avec d'autres personnes. Ce qui était une façon pour lui de s'effacer derrière son maître, mais aussi de ne pas être désigné comme coupable lors d'un procès. Euh, Bref. Donc, je pense que le rôle de Batou dans le film n'est pas à négliger. Il est important. D'ailleurs, la preuve, il est presque partout. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est absolument pas abordé dans la question de l'être dans Ghost in the Shell. Ça ne vient pas. C'est réellement l'introspection d'une adulte qui a fait certains choix, peut-être les regrette-t-elle, peut-être pas, mais qui se pose des questions sur son devenir. Sur son être et son devenir. Oui, Elle se on peut. demande, en fait, Ouais. elle trouve jamais la preuve véritable qu'elle possède une âme authentique. On parle de ghost, mais pas d'une âme. Finalement, pour elle, le ghost est quelque chose d'extrêmement fonctionnel. Et c'est justement Alors, ça c'est ça qui la gêne, finalement. alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en science, l'âme, c'est un non-sujet. En philosophie, à part en théologie, l'âme. Donc ça, c'est peut-être déjà un tropisme nippon. Et que nous, on va peut-être faire une lecture là-dessus qui ne sera pas forcément exacte. Après tout, toi et moi ne parlons pas japonais. Il faut se Non. méfier en fait des interprétations qu'on va faire d'une traduction qui a fait ce qu'elle a pu.
C'est clair qu'elle a vraiment fait ce qu'elle a pu, la trad, hein. C'est Voilà. d'ailleurs ce qui rend le film pas toujours évident à suivre, même si, comme tu dis, les thématiques sous-jacentes en soi, elles sont pas si complexes que ça. Mais c'est vraiment la trad qui rend le truc des fois un petit peu aride, en particulier sur le côté politique entre la section 9, section 6, etc. Ouais, c'est pas si simple. Ce qu'il faut bien voir avec les affaires d'âme, de Ghost et tout le reste, c'est qu'en réalité, on ne peut pas détacher la psyché, la mémoire du corps. Ça, c'est important. Donc, dans la mesure où on parle d'une fiction qui, par-dessus le marché, se place dans un cadre de haute technologie qui aurait des innovations dont nous ne disposons pas à l'heure actuelle, on peut comprendre qu'ils se permettent de partir dans cette direction en se disant on va transférer quelque chose d'un point à un autre, et puis voilà ce que ça va donner. Imaginons qu'on puisse transférer nos souvenirs, nos processus neuronaux d'un être à un autre. Fort bien, mais au bout de combien de temps je vais être transformé par le bain hormonal d'un autre individu qui ne sera pas le même que le mien? Ce serait pas un peu le propos de Altered Carbone, pour faire une tangente, des fois? Euh, Un peu quand même. un peu, oui, beaucoup. Beaucoup, pour ne pas dire Est-ce totalement. que les personnalités restent les mêmes d'un corps à l'autre? Ça fait une certaine façon d'agir et une façon d'être face au monde. Et c'est pour ça que j'en suis revenu. Dès le début, je t'ai dit, la présence au monde, comment on se place dans l'univers. Chaque société apporte une réponse toute faite face à ça. Et on sait que notre société est décadente parce que précisément, elle n'a pas de, elle n'apporte rien. Elle explique aux gens, bah, c'est ce que vous voulez. Bah non, on peut pas dire ça à un gamin qui vient de naître, c'est pas possible. Il faut qu'il ait des récits fondateurs, il faut l'ancrer dans quelque chose. Et ça va jouer un rôle prépondérant dans ce qu'il va devenir. Donc si une société abandonne cette mission essentielle qui est celle d'accueillir les nouveau-nés et leur donner une place dans l'univers, ils pourront toujours la défier plus tard si elle leur déplaît. C'est pas une impossibilité. Eh bien, d'autres vont s'en charger à sa place. Et quand J'ai... je te disais dès le début que quand tu veux attaquer une société, tu attaques sa mémoire, quand tu veux attaquer un individu, tu attaques sa mémoire, cette question du positionnement face à l'univers est une question d'ordre cosmique. Une société ne peut pas survivre si elle n'apporte pas un cosmos sur mesure à cet individu. Pourquoi? Parce que aucun individu au monde n'est capable de comprendre l'univers. Il est infiniment plus complexe, infiniment plus dangereux, infiniment plus étrange et infiniment plus inquiétant que nous voulons bien l'admettre. Il existe, au-delà du champ de notre perception, des peurs indicibles, des horreurs absolument insolvables pour nous, et, et on est démunis. Donc il faut que la société dise, nous sommes là, tout va bien, ensemble, nous allons pouvoir survivre, et nous allons pouvoir faire monde ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que cette déshérence, ce vide, eh bien, il est aussi présent dans Ghost in the Shell. La société ne propose rien. Il n'y a aucune réponse pour Motoko Kusanagi. Aucune. Et c'est pour ça qu'elle va créer la sienne. Mais tu sais que c'est même pire que ça, parce que tu prends par exemple le projet 2501 qui est le Puppet Master, il a une existence qui est fonctionnelle à sa genèse. C'est un programme de piratage et c'est un programme subversif, de surveillance, etc. Et il développe sa conscience. Ce faisant, le propos du film, c'est qu'il arrive à pénétrer les défenses donc de l'administration pour laquelle bosse Motoko. Pour faire quoi? Pour faire une demande d'asile politique. Oui, oui, Traduction, et en fait, il veut s'affranchir de sa fonction et se faire reconnaître par l'administration, par la société, comme un être vivant. La réponse de la société, c'est flinguez-le. bien sûr. Voilà. Donc, tu vois, non seulement la société n'apporte aucune réponse à Motoko, mais va encore plus loin avec lui finalement, avec une nouvelle forme de vie. C'est fou. Oui, c'est Voilà. pas surprenant, puisque c'est une société faillie. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui est à l'origine de la défaillance. C'est la gouvernance. Mais d'ailleurs, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui a fait chuter l'Empire romain. Alors, ouais, pour conclure, moi, j'avais envie d'aborder un sujet et une thématique qui m'est assez chère. J'en parle dans mes bouquins, mais c'est lié à ce qu'on appelle le bateau de Thésée. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas le bateau de Thésée, le principe, c'est Thésée a un bateau, mais ce bateau, au bout d'un moment, eh ben, il subit des dégâts, il subit les outrages du temps. Il faut changer des planches par-ci qui sont vermoulues, qui sont cassées. Il faut changer des planches par-là. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, en fait, tu as fini par changer toutes les planches de ton bateau.
Et donc, la question du bateau que pose le bateau de Thésée est la suivante. Une fois que tu as changé toutes les planches initiales du bateau, est-ce que tu as toujours le même bateau? C'est Et une là, très bonne donc, question. fondamentalement, dans Ghost in the Shell, cette notion-là, elle est assez fondamentale parce que finalement, quand tu regardes bien, tu as des corps qui sont donc des corps cybernétiques, des souvenirs que tu peux fabriquer, des émotions que tu fabriques à travers des souvenirs. Bref, à partir de combien de pièces modifiées, finalement, on cesse de savoir à qui on a affaire et à qui on parle. Alors, c'est un bon sujet. Il y aurait très long à dire, mais je vais faire bref. Deux choses. La première, figure-toi que régulièrement, la totalité des cellules de ton corps est renouvelée. C'est vrai. Mais c'est toi-même qui te renouvelles. Là encore, l'être humain est auto-individuant. Toutefois, dans certains cas, on ne peut pas se renouveler. Si tu perds un bras, ça va être compliqué. De nos jours, on est capable de greffer des bras, de greffer des visages, de faire des greffes de plus en plus audacieuses et fantastiques, qui font qu'en fait, la question du bateau de Thésée vient à se poser. Mm. On n'a pas de réponse à cette question-là, évidemment. Mais d'un autre côté, est-ce que le Philippe Stittelman de 2026 est le Philippe Stittelman de 2016? Bien sûr que non. C'est tellement vrai que la pratique du journal intime, c'est pouvoir entretenir un dialogue avec la personne que l'on était il y a X temps, qui n'est pas la même personne qu'aujourd'hui. Donc, l'altération du soi est le processus normal de la vie. Ne pas changer C'est ce qu'on serait appelle, inquiétant. c'est ce qu'on appelle l'évolution, ni Oui. plus ni moins. L'évolution ou la perpétuation, par ailleurs. Mm. C'est pour ça que le vampire est un monstre. Lui ne change pas. Il Le y a... deuxième point, et j'en conclurai avec ça, euh, c'est que si tu prends sur le point de vue mécanique, tu prends un avion, tu remplaces toutes ses pièces, c'est toujours un avion. Dans le cas, par exemple, d'un A320. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est pas l'avion lui-même, c'est l'idée de l'avion, le plan. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir un avion. Donc, sur le plan technologique, le navire de Thésée n'est même pas un paradoxe. C'est un non-événement. Par contre, sur le plan non mécanique, sur le plan biologique, là, on a quelque chose d'un peu plus intéressant. Qu'est-ce qui se passe si ce remplacement est brutal? Qu'est-ce qui se passe si trop de notre corps change d'un coup? Est-ce qu'on va pas ressentir un effet de malaise? Est-ce qu'on va pas se ressentir comme un corps étranger? Est-ce qu'on va pas ressentir cet événement-là comme une espèce de profanation ou de souillure de notre être? Il y a plusieurs psychologues, alors je ne serais pas en mesure de les citer de tête comme ça, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on discute de ça en fait, euh, qui expliquent, Où est-ce que je t'ai emmené? voilà, qui expliquent en fait que c'est typique de l'adolescence. Ok. Donc il y a un authentique sujet derrière ça, peut-être pas à l'endroit où tu l'as diagnostiqué dans le cas de Ghost in the Shell, même s'il n'est pas inintéressant, et je pense qu'il y a une part de vrai dans le cas de Motoko Kusanagi. Mm, C'était un être humain autrefois, entièrement cyborg. Se poserait-elle ces questions-là si c'était toujours un être humain? Certainement pas. mm. Elle en resterait à la logique cartésienne. Je pense, je suis, et c'est suffisant. Et je suis content. Voilà. Écoutez, c'était deuxième épisode de la chaîne sur donc le film d'animation Ghost in the Shell, l'adaptation de 1995. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes. Vous connaissez tout le gloubi-boulga des réseaux sociaux. Abonnez-vous. Il y a encore plein d'autres choses qui vont arriver. On va parler de Matrix, on va parler de beaucoup d'autres choses, des films, des bouquins. J'étais Steve Sittelman, auteur cyberpunk, et j'avais avec moi l'excellent Julien Buzen, docteur en sciences humaines. À la prochaine.